Je m'appelle Caroline Sury, je suis plasticienne. Pourquoi je suis plasticienne? Eh bien parce que en fait, je crois que si j'ai pas un crayon ou quelque chose pour dessiner dans la main, je suis rien, j'existe pas. Il y a seulement quand je suis devant ma feuille de papier qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est le constat d'une vie. Jamais trop tard pour s'en apercevoir, mais ouais, c'est vraiment ça, quoi. Pour parler de ce qui nous arrive en ce moment, ouais, ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, dans nos vies, dans ce que je vis en tout cas depuis quelques années. C'est-à-dire que le travail continue malgré cette période de Covid. C'est pas décisif, ou en tout cas pas fatal. Pas fatal pour la vie d'artiste, puisqu'on est déjà des reclus, on est déjà en marge, depuis toujours. Je dis pas ça pour. C'est pas triste, hein, c'est très bien en fait. C'est une vie, c'est particulier. On vit vraiment en marge des autres personnes, ça je me rends compte parce que là j'ai un petit peu travaillé avec des vrais gens et j'ai vu ce que c'était. C'est bien, mais c'est autre chose, c'est une autre vie. Nous, les plasticiens ou les artistes en général, on vit notre vie en fait. Une vie qui est proche de nos émotions et c'est très particulier. Très particulier parce qu'on se met, en ce qui me concerne, on se met. Moi, le papier me permet de me mettre à nu. Tout ce que je ne peux pas dire, tout ce que je m'empêche de dire dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a la vie sociale, les gens qu'il faut respecter, on a peur de pas être aimé, de dire les choses et que ça déplaise, d'être rejeté. Plutôt d'être rejeté, on sourit. Comme je viens de voir le film là, dans Yes Man, hein. Il sourit aux gens et comme ça, il pense que tout passe et que qu'il va pas pouvoir que les interactions avec les autres vont être très faciles et passer à l'as quoi. Mais voilà, quand moi je suis devant mon papier, il y a plein de choses qui sortent. Je peux enfin dire ce que je pense, je peux enfin être moi et je me découvre en fait. C'est de la thérapie, c'est du dessin psychédélique, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est moi, c'est complètement libre et j'ai toujours fonctionné comme ça, puisque je viens de cette époque des années 80, la post-punk, déjà tout était foutu, hein, nos futurs, c'était vraiment... c'était déjà bien entamé, et puis ça continue, encore pire. On n'avait déjà pas tellement d'illusions, mais sauf ce truc que j'avais en moi qui était de moi qui venais de rien, pas de milieu culturel ni intellectuel, ce désir de quoi? Je sais toujours pas en fait, de faire des choses, de créer, de s'exprimer, parce qu'en fait, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai en fait. Et moi, je sais que si je le fais pas, c'est comme si je voulais plus être là quoi en fait. Quel intérêt? Quel intérêt si je peux pas témoigner sur ce que je vis en fait. C'est peut-être très très égocentrique tout ça, mais tout passe par moi quoi en fait et par mon filtre. Sans filtre. J'essaye d'être le plus sincère possible, je ne fais pas dans le beau. Peut-être que ça peut paraître malgré tout séduisant, certains de mes travaux, mais en fait non, je ne fais pas du tout dans cette intention. Peut-être les papiers découpés, ouais, c'est vrai que je fais du dessin, moi tout part du dessin, tous mes premiers travaux c'était le dessin. Une recherche graphique, je peux même pas dire ça, j'ai juste fait ce que j'avais envie. Après, toutes ces choses dont j'avais envie, il y a d'autres personnes qui sont aperçues que c'était très narratif, donc ils m'ont proposé de faire de la bande dessinée, ce que j'ai fait. Et évidemment, j'ai raconté mes histoires, puisque je ne sais faire que ça, raconter mes sentiments, ce que je vis, avec comment dire, mon manque de parole, en général, qui m'a créé pas mal d'ennuis. J'essaye de parler de cette espèce de godiche que je suis dans mes BD, puisque j'ai vraiment beaucoup de mal à exprimer mes sentiments, envers les hommes en tout cas, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc je parle de moi, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie, que ça plaise pas, ça n'a pas plu pendant beaucoup de temps, ça a plu à des milieux underground. Maintenant tout le monde fait ce que je fais. Tout le monde parle de soi, tout le monde parle de ses expériences pénibles, douloureuses. C'est devenu quelque chose de fancy, de fashion. Et moi, dans tout ça, moi, je continue. Je sais faire que ça.
Et c'est toujours aussi compliqué, puisque évidemment je raconte mes histoires, je les écris, je les dessine, je les mets en page, je fais mes scénarios. C'est beau, c'est beau mais c'est dur. C'est difficile. C'est difficile, il faut toujours. J'ai toujours l'impression d'être une grosse feignante. J'ai vraiment ça au fond de moi, quoi. Je me dis, j'en fais jamais assez, qu'il faut que je fasse plus, que si je fais rien, c'est une catastrophe pour moi. Enfin, j'ai l'impression de mourir, quoi, sur pied, quand je fais rien. Ça m'arrive. Ça m'arrive, je me laisse aller aussi, des fois. Rarement, en fait. Mais oui, ça m'arrive, puisque je souffre. Ces bandes dessinées ou ces chansons que j'ai écrites, parce que j'ai fait partie de groupes, j'ai travaillé avec des musiciens, j'aimerais continuer à le faire. Dernièrement, j'avais encore un petit projet de musique, enfin de musique, moi la musique je la fais pas, mais de paroles quoi, qui auraient pu être mises en musique. Pour moi, c'est pareil que la BD, c'est une manière de m'exprimer. Et à chaque fois, c'est ça, quoi. Quand on arrive à le faire, c'est tellement de bonheur. C'est vraiment une joie, mais c'est quoi? C'est presque taoïste, quoi. Il faut le remettre tous les jours, en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut se dire, ah ben, on l'a fait, c'est bien. Non, c'est tous les jours qu'il faut s'y remettre, en fait. C'est tous les jours qu'il faut se donner un petit coup de pied au cul pour avancer, pour être heureux, en fait. Voilà. C'est ce que je continue à faire, que j'ai toujours fait, donc à travers mes rencontres. Donc j'ai fait les beaux-arts, hein, voilà, pour rencontrer du monde, pour pouvoir voir ce que c'était d'être un artiste, parce que moi je croyais que c'était faire les beaux-arts, et puis voilà, c'était bon, quoi. En fait, non, évidemment, forcément, au fil les beaux-arts, il n'y a rien qui est. Il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est décisif, et j'ai dû vraiment continuer à dessiner par moi-même, et parce que je voyais que ça plaisait aux gens aussi, parce que j'adore montrer ce que je fais. Moi, je suis quand même un peu... Pour être dessinatrice, il faut être exhibitionniste, artiste, exhibitionniste. Hein. On se montre, on a besoin... moi, je suis parfois complètement une huître, et puis à la fois, je suis une huître exhibitionniste. C'est très bizarre. J'ai besoin de montrer, de me faire mousser avec ce que je fais, puisque je suis capable de faire des choses que peut-être les autres n'arrivent pas à faire. Donc les livres, l'édition, les portfolios, la sérigraphie, la reproduction, tout ça, ça a très rapidement fait partie de ma vie. J'ai tout de suite eu accès miraculeusement à un atelier de sérigraphie parce que je faisais des dessins. À l'époque, personne ne voulait des dessins. C'était vraiment quelque chose de pas du tout reconnu. Tout le monde s'en foutait et même c'était très très... c'était pas apprécié du tout, c'était considéré comme une étape de travail, mais pas une finalité. Et donc je faisais des dessins et j'étais prise nulle part. Je voulais faire des résidences. Moi aussi, je voulais aller... je me rappelle très bien, j'avais fait une demande de résidence pour aller dans le sud de l'Espagne. Là, c'était super. J'étais enthousiaste. Je me suis dit que j'allais gagner ce truc. Et puis, j'ai jamais rien gagné en demandant, en fait. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose, je ne l'ai pas eu. À part le CNL, bien sûr. Des aides du CNL. Mais sinon non, je me suis toujours débrouillée par moi-même et j'adore ça de toute façon. Je suis très manuelle et j'aime bien réaliser les choses. Donc j'ai vite fait des portfolios. Après j'ai rencontré Paquito Bolino et là ça a été la rencontre puisqu'on a créé tout de suite, je crois, les premiers mois qu'on s'est rencontrés, on a tout de suite créé le dernier cri. Voilà. Lui et moi, ça a été... voilà, on s'est retrouvés sur le même terrain, c'est-à-dire on aimait dessiner, on aimait l'art brut, l'art singulier, tout ce qui était fait maison, le do-it-yourself, le fameux do-it-yourself de l'underground américain, Henry Rollins, tous ces groupes de musique et puis toute cette énergie qui ne dépendait de personne. On était rejetés par tout le monde, enfin rejetés, façon de parler, mais voilà, c'est vrai, l'underground existait à cette époque. Voilà, ça existait vraiment. Maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est. Ça a disparu. Il n'y a plus d'underground. Tout est au même niveau, tout est devenu banal. Mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose et avec le dernier cri, on était vraiment dans une énergie fabuleuse. On avait envie d'éditer des gens, quoi, et on a édité tous les gens qui étaient autour de nous. Tout le monde, tous les amis. Paquito, évidemment, avait déjà tout un réseau de gens qu'il connaissait par Frédéric de Broutel, l'atelier, tout ça. Enfin, c'était déjà Ketchiota, Marc Beyer, Gary Panther, Bruno Richard.
toute cette bande de gens avant-gardistes, Charles Burns. Et puis des gens beaucoup moins connus comme Neuviche, à l'époque il avait 17 ans et puis on l'a édité. Il y avait aussi Raymond Reynaud qui en avait 77 et on l'a édité. Voilà quoi, ces gens, c'est pour vous donner une idée du panel d'artistes, voilà, c'est juste nos goûts quoi en fait. C'était vraiment ça, c'est les coups de cœur. C'est pas des coups de, on aimait quoi, voilà, les choses qu'on aimait. Voilà, quelque part on se fait plaisir, tout en ayant le bonheur d'éditer quelqu'un pour la première fois. Ça c'est vraiment génial, de lancer quelqu'un, de faire confiance. Enfin que la personne elle sente qu'on lui fasse confiance. C'est qu'on prenne le temps de faire un vrai beau livre en sérigraphie, une monographie. C'est chouette de faire plaisir aux autres. On se fait plaisir à nous, hein, parce qu'on aime les livres, on aime faire les mises en couleur. C'est tout un travail de création qui est exaltant, génial, c'est un gros boulot. Hein. C'est laborieux, mais c'était... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'était vraiment plein de... une énergie fabuleuse. Bon, l'énergie de dernier cri existe toujours, ça je le sais. Je compte sur Paquito là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un driver, hein, quelqu'un qui pousse tout le monde. Moi aussi, on peut dire. Je suis assez enthousiaste dans mon genre. Enfin, en tout cas, dès que j'ai un scalpel ou un crayon dans la main. Sinon, je suis juste à l'état larvaire. Non, j'exagère. Voilà, donc ça c'est la base, c'est mon moi quoi, c'est mon moi profond, c'était vraiment, je suis comme ça et donc du coup j'ai fait plein de choses hein, jusqu'à mon grand âge, j'ai jamais arrêté de faire des monographies, d'éditer d'autres gens, m'éditer moi-même, auto-édition. Et puis bande dessinée, donc j'ai été éditée par d'autres éditeurs, hein, comme l'association, et puis le Mont en l'air, et puis le Requin Marteau, et puis Strapazine, et des gens voilà, à l'international, voilà, par-ci, par-là, voilà, j'ai oublié des noms, des gens. Et donc je continue voilà, depuis quelques années avec cet atelier qu'on a créé avec Ameline Ludovic, qui s'appelle La Gang, et bien on continue, voilà, ça fait 5 ans qu'on continue à faire tout ça, à éditer ce même critère, c'est-à-dire juste l'amour d'un dessin, le plaisir d'éditer une personne. C'est reste la même chose puisqu'on est indépendant. Voilà. On ne dépend de personne, pas de subvention, pas d'aide, juste notre travail. Qu'on nourrit avec des nouveaux objets aussi qui nous aident à diffuser l'art. Ça peut paraître trivial, mais on fait des livres, mais on fait aussi des affiches, bien sûr, mais aussi on fait du t-shirt. Ça, c'est méchant, hein, ouais, c'est commercial, ça. Hein, ouais, ouais, ouais. Je sais, mais en fait, le t-shirt, c'est vraiment quelque chose qui nous porte et c'est une vraie motivation pour nous à la gang parce que c'est populaire, hein, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. Ça a son prix, mais c'est un bel objet, on peut le porter, c'est ça en fait. C'est une fringue, mais ça représente bien, quoi. Ça montre bien les œuvres. C'est vraiment une manière d'exalter un travail. Ouais, c'est cette manière japonaise de voir les choses, c'est-à-dire les Japonais, ils ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens, mais ils n'ont pas ils n'ont pas de place. C'est étriqué chez eux, c'est tout petit. Hein. Et donc, ils ne peuvent pas collectionner des œuvres d'art ou même s'acheter des posters, des choses comme ça. Ils n'ont pas la place pour les mettre chez eux. Donc, ils s'achètent des t-shirts et ils s'habillent. Et leur manière de s'habiller, c'est ce que j'adore évidemment chez les gens qui aiment bien s'habiller, c'est qu'ils se montrent, quoi. Peut-être il y a un côté free, mais c'est important pour moi. Enfin, en tout cas, c'est mon état d'esprit, c'est ce que j'aime. C'est qu'on puisse montrer les choses qu'on aime sur soi, quoi. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà, donc nous, ici dans cet atelier, on travaille un peu avec ça. On a beaucoup développé de collections de textiles et on va continuer à le faire. Voilà, on a toujours des idées concernant le tissu et d'ailleurs, voilà, enfin bref, surprise. Je pense qu'on a un beau projet de sérigraphie sur t-shirt pour très bientôt, vers le nord, là, le grand nord, vers la Belgique. Voilà, mais revenons à nos moutons, car je voulais parler du projet
du projet Paradis perdu. Ouais, il y a deux choses, deux entités dans ce nom déjà, c'est paradis et perdu. Alors c'est un peu contradictoire. Paradis, c'est un espoir et qui est peut-être déjà bien fatigué. En fait, ce projet, c'est Spéléographie, qui est une rencontre, un petit festival à Rennes, qui est axé sur la rencontre d'artistes au départ. Et cette rencontre d'artistes n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu le Covid. Elle devait se faire en mai-juin, et bon, évidemment, mai-juin 2020, tout est tombé à l'eau. Mais cependant, il a été reporté en septembre, voire, non pas en septembre, en octobre, avec une proposition d'exposition aux Ateliers du Vent à Rennes. Donc, un beau plateau pour faire une carte blanche en fait. Avec Ameline Ludovic, on a décidé de partir sur cette idée de paradis perdu. Et le paradis perdu pour nous c'est la nature en fait, c'est la jungle. On voit pas mal aussi dans mes découpages, là, dans mes derniers découpages. C'est vrai que j'ai toujours des fleurs, de la végétation et puis c'est quelque chose qui nous intéresse depuis pas mal de temps quoi, en fait, de voir tous ces animaux. Enfin bref, tout ce qui se passe en ce moment, vous êtes au courant, je vais pas vous l'apprendre. L'extinction, c'est dark. C'est dark et à la fois nous, on a pensé au dernier Rousseau. Ça nous a fait penser à ça. De fil en aiguille, on a fini par faire tout un travail, une documentation, une recherche sur les œuvres du douanier Rousseau et cette jungle qu'il peint dans ses derniers tableaux. Et en regardant bien ces derniers tableaux, on voit que c'est pas très gai en fait. Ça paraît luxuriant, c'est toujours le premier coup d'œil, la luxuriance. Et ensuite, après, quand on regarde bien les détails, quand on regarde comment c'est fabriqué, on voit que c'est très laborieux et que c'est pas du tout, c'est pas drôle quoi, en fait. C'est pas drôle, c'est pas gai, c'est même plutôt inquiétant. Toutes les formes sont inquiétantes et le tableau en lui-même avec ses couleurs paraît très luxuriant et sympathique et finalement il n'est pas si sympathique que ça. Et puis après quand on se plonge un peu dans la vie du douanier Rousseau, enfin de Henri Rousseau, on comprend qu'il a toute sa vie n'a été que pas cauchemar mais c'était très très douloureux quoi. Et lui, en fait, à force de douleur, il a complètement fantasmé. En fait, il était dans le spiritisme à fond. Je pense qu'il entendait des voix. Il vivait avec la pleine lune, la nuit. Tous ces paysages sont des paysages beaucoup de nuit, de jour-nuit en fait. Pas à la Magritte, mais presque. C'est du surréalisme en fait. T'es vraiment dans un esprit surréaliste déjà à l'époque. C'est pour ça qu'il a été incompris. On a dit qu'il peignait mal, que c'était mal fait, que c'était moche. En fait, il faisait rire les gens. Tout le monde riait quand les gens passaient devant ses toiles. On s'esclaffait et lui, il comprenait pas parce que lui, il avait fait le mieux qu'il pouvait. Et il en a jamais démordu, c'est pas du tout laissé influencer. Il a toujours fait ce qu'il voulait. Ça me rappelle quelqu'un finalement. Bon. Je vais pas parler de moi, mais c'est vrai que c'est un peu ça, quoi. Des fois, on se fait rejeter. On nous critique, on m'a critiqué pas mal de fois, on m'a dit de faire autre chose, mais en fait non quoi. Pourquoi faire autre chose? Ça sert à quoi? À se maquiller, à se cacher derrière quelque chose de joli, on s'en fout quoi en fait. Ce qu'on veut c'est pas du joli quoi. Peut-être qu'après, comme le douanier Rousseau, des années plus tard, ou un œil aiguisé comme celui de Pablo Picasso a pu voir la beauté dans l'avant-gardisme des toiles du douanier Rousseau, mais en fait on s'en fout de plaire aux autres. C'est pas ça le propos, pas du tout, c'est pas ça le propos de l'artiste. L'artiste, il va exprimer quelque chose de... Enfin, il va pas se mentir à lui-même, à quoi ça sert hein? À quoi ça sert de faire des écoles d'illustration pour faire des trucs, je sais pas, copier, imiter des autres et dans un propos complètement aseptisé. C'est ce que je remarque là un petit peu là. Enfin, je vais être désagréable, mais malgré tout, c'est ce que j'observe. C'est toutes ces illustrations. C'est beau quoi. Évidemment, c'est inspiré de tout un tas de gens que j'adore. Peut-être de moi aussi, mais c'est édulcoré quoi. Et ça craint quoi. Non, faites pas ça quoi. Faut que vous soyez vous-même là, les artistes là. Allez. Enlevez votre coquille, enlevez le truc faux, là. Essayez de sortir vos tripes.
Ah, ça fait mal, hein, c'est sûr. C'est pas drôle tous les jours, mais au moins c'est intéressant. Et après, vous serez libéré un petit peu, quoi. Enfin, pour la journée, en tout cas. Tout ça pour parler du douanier Rousseau et puis quelque chose que je ressens, que j'ai ressenti avec son, ses œuvres. Voilà. Alors, ouais, avec Amélie Ludovic, on a ressenti tout ça en fait. Et on a voulu l'exprimer dans cette installation qu'on a créée spécialement pour les ateliers du vent et spéléographie. Pour tout ça, ben, on a mis en œuvre tout un processus. On s'est mis en résidence chez nous, puisqu'on ne pouvait pas le faire ailleurs. On a continué à être dans notre état Covid, post-Covid, avant Covid, tout, parce que de toute façon, Covid ou pas, on est toujours dans l'atelier, ou en tout cas en train de réfléchir, ou en train de travailler de la même façon. Et le temps n'existe pas. Voilà, c'est ça. Quand le temps n'existe pas, déjà, c'est pas mal d'y arriver. À se dire que ça n'existe pas, ça. On peut avancer, en fait, bizarrement. Quand le temps n'existe pas, on peut avancer et faire des choses. Donc voilà, on s'est mis en arrêt par rapport à l'extérieur, on s'est enfermé dans l'atelier, on a échafaudé, on a mis en place tout un système pour pouvoir travailler sur cette expo. Pendant un mois, c'était au mois de septembre, on a commencé, moi j'avais rien fait du tout, j'avais pas vraiment commencé à travailler ni à réfléchir. De toute façon, moi je réfléchis quand j'ai mon crayon dans la main, c'est tout. En dehors de ça, j'ai zéro projet. Moi, je réfléchis avec un crayon. Donc voilà, j'avais mes crayons, ma table, toute l'installation stop motion était installée. En fait, c'est un peu la configuration dans laquelle vous me voyez. Là, c'était au même endroit. J'avais ma table devant moi et puis j'ai commencé à faire mes découpages. Ils étaient filmés, image par image. Que ça, c'est une étape du travail. Qu'il y a eu 9 découpages qui parlaient donc de l'univers du douanier Rousseau. Mais évidemment, c'était mes trucs à moi, quoi. Évidemment, c'est pas du douanier Rousseau, mais il y avait cette silhouette sombre qu'on retrouve dans les tableaux quand même et que je me suis réappropriée, avec toute cette jungle qui, en fait, en évidant tout le papier, eh bien j'ai créé ce personnage du milieu, en fait, voilà. C'est la jungle qu'on voit derrière, là, ici, dans les découpages. Et voilà, tout ce qui est autour du personnage, c'est que de la jungle, avec des petites histoires que je me raconte. Il y a des oiseaux, il y a des jaguars, des fruits, des serpents, des grenouilles, de tout, quoi, en fait. Tout ce qu'on peut trouver, enfin tout, pas tout, mais des chasseurs aussi. Il y a des chasseurs qu'on peut retrouver dans la jungle, parce que c'est le paradis perdu, donc voilà, il y a cette faune, mais il y a aussi l'homme. L'homme, malheureusement, qui est plutôt vecteur de destruction que d'extinction, quoi. Voilà, c'est ça le mot. Et donc voilà, bon, moi j'avais mes images, et puis pendant ce temps, Ameline, bien lui, était en train de créer tout ce qu'on voit là, enfin une partie du dégradé. Enfin, on voit une partie du dégradé ici, mais ça va jusqu'au vert noir en bas. Et ça, c'était le fond, ce fond qui peut paraître très coloré, très gai, puisque c'est une reprise de la gamme chromatique des tableaux du douanier Rousseau, en fait. Voilà. Et c'est fruit de l'observation de ces tableaux. On a vu que le travail de douanier Rousseau était très particulier, puisqu'il y avait ces tonalités chromatiques qui allaient du vert foncé à un bleu très pastel, en passant par tout un tas de couleurs, hein. Et aussi ses plans. Il travaillait par plans, c'est-à-dire il travaillait en premier les herbes du devant, après un deuxième plan, troisième plan il y avait un personnage, ensuite quatrième plan des arbres, cinquième plan un éléphant ou des animaux cachés, un chasseur, et après le ciel. Voilà, le ciel, la lune. Et tout ça travaillait bien consciencieusement par plan, parce que c'était vraiment un laborieux. Nous, on a trouvé que ce procédé découpage et arrière-plan fonctionnait de la même. On est parti là-dessus. Moi en bas, Ameline en haut, en train de travailler sur ses ordinateurs, sur du truchet, sur une manière de composer une mosaïque avec plein de lignes qui mise le même motif mis l'un à côté de l'autre et en faisant bouger ce carré du milieu, donne des milliers de compositions en fait, c'est quasiment à l'infini. Puis comme on a une belle machine réseau à l'atelier, ben on a tout imprimé
feuille à feuille, c'est du A3 recoupé pour que ça fasse des carrés, et feuille à feuille coupée. Voilà, enfin, c'est toute une grosse réflexion pour obtenir tout ce mélange et que ça tombe à peu près bien. Enfin, ça tombe bien puisque tout a été calculé. Bon, voilà, gros travail de fond, de forme, d'édition, puisque en un mois on a fait tout ça, quoi. On a tout imprimé, on a tout mis en place, tout créé, et puis travaillé toutes les sérigraphies à partir des découpages, on a fait des facsimilés. On a réalisé cette exposition, cette installation aux Ateliers du Vent, où on a pu voir ce que ça donnait d'être dans cette... comment ça dire, c'est art total, quoi, en fait. C'est un peu comme un opéra, cette exposition, puis une création musicale exclusive pour baigner l'exposition, réalisée par Ameline. Et puis, enfin, toujours Ameline, et puis nos discussions, quoi, puisque de toute façon, c'est toujours un va-et-vient d'échanges et d'idées, et donc voilà, à chaque fois il y a des choses qui se mettent en place, et donc cette musique est très particulière aussi. Elle reprend des bruits d'oiseaux, elle reprend un morceau de la compagnie créole, évidemment c'est le Douanier Rousseau, un tube des années 70 peut-être, 80, non 80 je pense, complètement déformé pour l'occasion, avec un bruit de scie tronçonneuse, puisqu'il se passe des choses bizarres dans la jungle, notamment tous ces arbres qu'on abat. C'est le fond de l'exposition, et quand même, quand on est au milieu de tout cet univers coloré, tout ce dégradé très doux, on a l'impression que c'est le bonheur, c'est le paradis, quoi. Voilà, c'est le paradis, c'est chouette d'être dans cette expo, d'être entouré de toutes ces couleurs chaleureuse, vivifiante. On se dit que tout va bien, il y a la musique, un peu de musique compagnie créole, c'est un peu bizarre, un peu dissonant, et puis on regarde les découpages, et puis on voit bien que c'est noir, quoi, très noir ces découpages, et il y a des animaux, des portraits, et c'est pas vraiment très drôle ce qui se passe dedans, c'est pas non plus très sombre, mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu angoissant, on va dire. C'est un peu ce qu'on a voulu faire ressentir dans cette exposition, c'est-à-dire que c'est beau, on est bien, et puis il y a quand même quelque chose de cassé, quoi, il y a quelque chose de foutu, voilà. There's something wrong in paradise, comme le chantait Kid Creole and the Coconut dans les années 80. C'est ça, Paradis perdu. Dans Paradis perdu, on a proposé aussi une performance. On a laissé venir le public, à nous, et on avait parsemé sur le sol les papiers que vous voyez derrière, là, mais froissés, et avec des questions dessus, en fait. Voilà. Parce qu'on voulait que ce soit le public qui nous pose des questions, mais souvent, le public, il est très timide, ou il connaît peut-être pas assez le travail pour vraiment poser des questions. Alors nous, on voulait répondre à ces questions, mais... On a posé nous-mêmes les questions qu'on a jetées sur le sol, froissées comme un petit pousset qui essaye de retrouver son chemin. Donc les gens pouvaient ramasser une feuille, comme des feuilles mortes, comme des choses, du rebut en fait. Voilà. Et puis il n'y avait pas de gaspillage dans notre exposition, puisqu'il y avait des sacs poubelles aussi qui renfermaient tous les papiers, toutes les comment on appelle ça, les perruques, enfin les papiers, le reste du papier qu'on avait massicoté, mais qui était très joli puisqu'il était imprimé aussi en dégradé, et on avait gardé tous ces petits papiers qu'on a froissés et mis aussi dans des sacs poubelles. Donc il y avait aussi un effet poubelle au milieu du paradis, voilà, qui a donné aussi pas mal de questions, puisque les gens se demandaient bien pourquoi il y avait ces sacs poubelles qui étaient joliment blancs translucides, remplis de ce dégradé en fait. Donc j'en reviens à mes questions, mes petits papiers froissés sur le sol qui sortent de ces sacs poubelles en fait, avec des questions. Le public ramassait ces papiers et nous posait des questions. Nous on avançait de dessin, de découpage en découpage dans l'exposition, et puis les questions étaient posées, et on répondait selon l'image qu'on avait derrière nous. C'était assez chouette parce qu'il y avait une vraie interaction avec le public qui était du coup emmené, animé et qui agissait. C'est pour ça que je parle d'opéra et d'art total, puisque on était entouré on était dans ce paradis. On était nombreux, on avait invité plein de gens. C'était un moment charmant, on va dire. Ouais, c'était peut-être
d'être actif dans une exposition, de ne pas être que dans le comment ça dire, voilà, on regarde et puis c'est tout, quoi. Voilà. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette interaction, de faire découvrir notre point de vue. Voilà. Mais je pense qu'on peut aussi comprendre sans explication. C'est normal. C'est bien aussi d'avoir son propre ressenti. Mais on aime bien mettre des éléments assez troublants dans nos expositions, comme C'est sa poubelle, voilà, qui sortent un petit peu de cet accrochage mural un peu convenu, en fait, voilà, et conventionnel. Donc l'installation, c'est pareil, il y avait aussi on avait gardé tous les petites chutes de papier, en fait, tous les rebuts du découpage. On les avait mis dans des enveloppes qui correspondaient à chaque découpage et puis on les avait jetés sur le sol au pied des découpages qui étaient accrochés au mur. Et ça aussi, c'était un questionnement pour public, puisque voilà, c'était ce qui restait. On a utilisé, voilà, on a tout utilisé. Il n'y a pas eu de papier jeté, tout a été gardé pour parler de tout ça, quoi, de notre point de vue sur tout ce gâchis, quoi, tout ce gaspillage de la planète, voilà. Notre planète qui en est réduite à être juste un petit bout de papier qu'on va jeter, quoi, à la poubelle et qui va devenir du carbone. Un cercle vicieux infernal du paradis perdu. Paradis perdu se complétera, enfin notre projet c'est de le compléter avec un livre. Et après Rennes, notre exposition à Rennes, normalement on devait filer directement à Bruxelles où on était invité par Axel de chez Rosie à faire un livre, un petit projet d'édition, un joli projet en risographie, parce que lui c'est un des pionniers des imprimeurs en risographie. Très chouette de le faire avec lui. C'est reporté, mais on va le faire. Voilà. En tout cas, la maquette est faite, puisque dans ce mois de septembre où on a créé ce projet, eh bien, il y a eu aussi ce livre de maquetté. Et ben, il n'y a plus qu'à le faire, quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à trouver un train et puis une petite ouverture par où se faufiler pour aller à Bruxelles. Bientôt, j'espère.